Bonjour à tous et bienvenue sur Langue de Prof. Pour cet épisode numéro 5, dans lequel je présente mes outils en ligne indispensables. Je l'ai déjà dit, vous savez que j'enseigne exclusivement en ligne et je dois pouvoir compter sur des outils ergonomiques. J'entends par là des outils faciles à utiliser, fiables, mais aussi esthétiques quand même. Mes apprenants, eux, sont plus ou moins à l'aise avec la technologie et c'est un facteur que je prends de plus en plus en compte. Je suis bien là pour leur donner un cours de langue ou de méthodologie et non pas pour leur apprendre à maîtriser leur ordinateur, même si j'aime en profiter pour glisser quelques astuces. Ça peut être par exemple connaître les raccourcis clavier pour taper les voyelles accentuées ou les caractères spéciaux, comme le CCDI par exemple. Ça peut être apprendre à mon client à installer un clavier français, qu'il soit virtuel ou physique, etc., etc. Mais revenons plutôt à l'objet de ce podcast, les outils en ligne de l'enseignant. Alors, je vais commencer par les plateformes qui me permettent d'enseigner en ligne. Pour les cours, j'ai testé Skype, Google Meet, Teams et pendant relativement longtemps Zoom. Pour différentes raisons, j'ai décidé tout récemment d'abandonner cette plateforme et je me suis finalement tournée vers whereby.com. W-H-E-R-E-B-Y.com. J'apprécie la simplicité d'utilisation et surtout le fait qu'il n'y a rien à installer. Vous pouvez même personnaliser le lien de votre salle. Moi, j'utilise la version basique, gratuite, car elle correspond amplement à mes besoins. Je peux ajouter que le service client est très réactif et à l'écoute. Personnellement, quand même, je dois avouer qu'il me manque deux fonctionnalités que j'avais sur Zoom et que je n'ai plus sur Whereby. La première est la possibilité de donner à l'apprenant le contrôle de mon ordinateur. En fait, c'est très utile si le client rencontre des problèmes de connexion, des problèmes techniques, d'affichage, etc. Et j'utilisais cette fonctionnalité sur Zoom, notamment avec les jeunes enfants, pour qui il peut être compliqué de cliquer sur un lien et de savoir comment partager son écran. La deuxième possibilité, c'est celle d'annoter l'écran. Je teste encore des outils, mais je ne suis pas totalement convaincue. Parmi ces outils, il y a ceux ou celui proposé par la digital.dev, donc LADIGITALE.dev. Ce site est assez fantastique. Il met à disposition une vingtaine d'outils numériques responsables et gratuits sous licence libre et surtout il ne collecte aucune donnée et n'utilise aucun cookie, ce qui, vous l'avouerez, est assez rare pour être signalé. Pour en revenir à l'outil d'annotation, j'utilise donc de la digital.dev digiboard.app, digiboard.app. Mais cela suppose que j'insère dans ce document une copie d'écran et c'est seulement ce document-là que je peux annoter et non pas un exercice ou tout autre document partagé, comme je souhaiterais pouvoir le faire. Donc je suis encore sur ma faim et je cherche encore un outil d'annotation d'écran. La Digital propose également DigiScreen, DIGISCR2EN, et c'est tout simplement un fond d'écran interactif extrêmement utile. Il fonctionne sur le même principe que Classroom Screen, si vous connaissez. Et par contre, il a l'avantage de proposer bien plus de fonctionnalités. Et j'aime bien, par exemple, les dés. Euh, on peut utiliser les dés en classe, que ce soit des chiffres ou des lettres, et le compte à rebours. Hop, j'ai mélangé mes feuilles. Un petit peu de bruit, c'est pas très très grave. Je vous laisse explorer les nombreuses fonctionnalités de DigiScreen. J'en ai comptabilisé 33, ce qui est assez énorme. L'avantage par rapport à Classroom Screen, c'est qu'il a bien plus de fonctionnalités. Classroom Screen en a 22. J'avais noté que... qu'est-ce que j'avais noté? Je me perds un petit peu.
Oui, ce qui est très très bien dans DigiScreen, c'est que vous avez par exemple des outils pour la vidéo, pour créer des groupes, pour créer des activités en ligne. Vous pouvez projeter un plateau de jeu, par exemple, avec des pions. Pour ceux qui connaissent les Story Cubes, donc ces petits dés avec des images qui permettent de créer des histoires, c'est disponible sur DigiScreen. Vous avez une fonctionnalité dessin. Donc là encore, n'hésitez pas à aller voir et à explorer ce qui est proposé. Et j'aimerais ici rappeler une évidence parce que DigiScreen est également disponible en plusieurs langues. Plusieurs langues, j'ai oublié de noter combien, mais je pense que c'est à peu près 8. Et, euh, et ça peut être utile aux profs de... J'ai vu que c'était en hongrois, j'ai vu que c'était en français bien évidemment, en anglais, en espagnol, en allemand. Et l'évidence, c'est que quand on enseigne une langue, qui plus est quand cette langue n'est pas parlée à l'extérieur, j'entends par là à l'extérieur de la classe ou en dehors des cours en visio, il est quasi indispensable de créer une petite bulle, cette bulle pour que vos apprenants puissent s'immerger au moins le temps du cours avec vous dans cette bulle d'allemand, dans cette bulle de français, dans cette bulle de slovaque. Et si je prends l'exemple de l'allemand, c'est une langue que j'enseigne également. euh, une bulle, c'est relativement simple, c'est parler au maximum en allemand, bien évidemment, et ce dès le début. On n'attend pas que les apprenants comprennent. Il faut qu'ils se familiarisent à l'intonation, au rythme de la phrase, etc. Cette bulle, c'est aussi utiliser des outils en allemand, donc comme DigiScreen, mettre en allemand avec les fonctionnalités. Ça peut être aussi proposer des activités en ligne avec des consignes en allemand, par exemple les activités proposées par les éditeurs. Parce que n'oubliez pas que dans certains cas, enfin n'oubliez pas, j'imagine que vous le savez, dans certains cas, vous êtes le seul contact vivant avec la langue. Et parfois même le seul contact tout court. Donc gardez-le à l'esprit. Pour ce qui est des autres outils en ligne que j'aime utiliser, alors cette fois-ci, je vais parler des outils qui m'aident à créer des activités. Il y a Kahoot, K-A-H-2-O-T. Et le principe est simple. L'apprenant doit ou peut télécharger l'application sur son smartphone. De mon côté, en tant qu'enseignant, je lance une activité Kahoot en partageant mon écran et l'apprenant n'a qu'à scanner le QR code et il est tout de suite connecté au quiz. L'avantage de Kahoot, c'est l'interactivité, le côté ludique et coloré, donc avec les couleurs primaires, et aussi la possibilité d'utiliser des quiz existants ou de créer ses propres quiz. Si vous travaillez avec un groupe d'apprenants, et ça m'est aussi arrivé, vous pouvez les impliquer dans le processus de création des questions, etc. Et ensuite, ça peut faire l'objet d'une compétition à la fin de la séance ou à la fin du cours. Pour la création d'activités, il existe également Learning Apps que j'utilise pas mal, donc learningapps.org, Learningapps.org. Il y a également wordwall.net, wordwal2l.net, N-E-T, que j'utilise. Certaines activités sont plutôt pas mal. Là encore, comme elles ont été conçues par des collègues, il peut y avoir des coquilles. Et vous pouvez créer vos propres activités, mais elles sont limitées à 5, donc c'est un peu limité, je pense. Et il y a vraiment des milliers d'autres... Non, des milliers, j'exagère. Ok, des dizaines d'autres sites où vous pouvez créer vos propres activités. Il existe on va prononcer ça comment? Cuisinière? Oui, cuisinière. Mais j'ai vu que c'était réservé à ceux qui avaient une adresse académique, donc qui sont en France, dans un établissement public, etc. Donc je pense que ça ne concerne pas tout le monde.
Je terminerai par l'incontournable Genially, Genia2Ly, qui propose également une version gratuite et une version payante un peu plus performante, euh, que j'ai utilisée personnellement. Ce site propose de créer des activités interactives. C'est vraiment génial. C'est, comme le nom l'indique, c'est illimité, mais je me suis très très vite perdue. Ça demande énormément de temps, de contrôler si tous les liens fonctionnent, si tout est actif. Et momentanément, je n'ai pas le temps de créer ce type d'activité. Mais en retrouvant d'anciennes créations, j'ai vu que j'utilisais ça en guise de site internet pour mettre à disposition les liens qui m'étaient utiles en classe. Euh, et c'est là que j'enchaîne et que je vais vraiment terminer sur l'outil sans lequel je ne pourrais travailler. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, vous allez voir. Et en fait, il s'agit de mon site internet. Bien sûr, je l'utilise pour présenter mes services. Donc, mon adresse est simple, c'est mon prénom et l'extension du pays où je vis, la Slovaquie. Donc, c'est magali.sk. Il est en slovaque parce qu'il s'adresse a priori ou en priorité aux Slovaques, mais pas que. Donc, j'y présente mes services. Et j'y stocke toutes mes ressources en ligne, que ce soit vidéos, PDF, activités, plans de cours, euh, jeux en ligne. Tout y est classé. Tout y est classé par langue et par niveau et ou objectif, par exemple bac de français. Et il est accessible à tous mes clients qui reçoivent un identifiant pour se connecter à un mot de passe. Ce qui fait qu'ils ont tout à disposition. J'utilise le site en cours et en classe et je les fais manipuler, comme ça ils peuvent s'orienter et ils peuvent enregistrer certaines pages et y revenir après le cours si nécessaire. Je prends un exemple, si on fait une activité sur le site TV5 Monde avec des vidéos, la transcription est systématiquement disponible. Je travaille très très peu avec la transcription en cours pour diverses raisons. Et le client peut retrouver la transcription après le cours, réécouter la vidéo, se noter le vocabulaire, etc. Donc je pense que ça peut être très utile pour lui. Alors il faut savoir que j'ai créé mon site seul, sans aucune connaissance, sans aucune aide, mais avec énormément d'envie. Et évidemment, il y a eu des ratés, plus ou moins gros, mais l'essentiel pour moi est qu'il est fonctionnel. L'essentiel est qu'il soit fonctionnel et il l'est. Donc, je m'en satisfais. Les avantages à avoir un site, évidemment, ce n'est pas adapté à tout le monde n'en a pas besoin et je ne force personne à en avoir. Par contre, j'ai noté plusieurs avantages. J'ai dû mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et donc je l'ai construit de A à Z et je sais où se trouve quoi et s'il y a un problème, je sais où chercher. Donc s'il y a un souci, je sais être réactive et je n'ai pas besoin des services d'un informaticien. Niveau gestion du temps et investissement, c'est un avantage indéniable. Par contre, c'est mon temps à moi. Donc, euh, donc je ne le compte pas quand il y a un souci, et heureusement, mais les soucis sont relativement rares quand même. L'autre avantage est que ce site est accessible de partout, 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 du moment qu'il y a Internet. Donc ça peut être, je peux avoir mon ordinateur, je peux avoir ma tablette, je peux être sur un ordinateur chez des amis, j'ai accès à mon site et il n'y a aucun souci. Alors, me direz-vous, je vous entends déjà derrière mon micro, si Internet ne fonctionne pas, vous n'êtes pas capable d'assurer votre cours.
Vous avez raison, mais en partie seulement. Et ça, ce sera l'objet d'un prochain podcast consacré aux soucis techniques. Voilà, cet épisode est un peu plus long que les autres, euh, mais j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Et merci pour votre écoute et à très très vite.